Chers amis, bonjour. Je crois que j'ai une houppette, mais bon, c'est pas grave. Oui, j'ai coupé mes cheveux. C'est quand une femme décide de changer de voie de coiffure, en général, c'est un signe. Ça doit être la rentrée qui fait ça. Bon, alors, je me suis improvisé un petit studio d'intérieur, qui est peut-être pas terrible, mais je fais du mieux que je peux, avec les moyens qui sont les miens. Donc, je vous présente un abutilon orange, qui est une plante d'extérieur, et puis un asparagus, qui a la même étymologie qu'Asperger. Et puis une forme de fougère qui doit être un néphrolepsis, je crois. Voilà, je fais les présentations, maintenant je vais pouvoir travailler. Alors, je vais faire cette vidéo ce matin au sujet du coaching, parce que hier il s'est passé un truc. J'ai déjà expliqué, je crois que c'était hier matin d'ailleurs, j'ai rédigé un article au sujet de la canonisation de Mère Teresa. Et il était question de la souffrance, on lui reproche, enfin ses détracteurs lui reprochent d'avoir adulé, d'éprouver une sorte de complaisance par rapport à la souffrance, en référence au Christ, et bien sûr évidemment, chose que j'exècre absolument, quoi. Je ne supporte pas ça. Je trouve qu'il y a suffisamment de souffrance comme ça, sans qu'en plus on la mette, on essaie de faire croire que c'est nécessaire de souffrir pour créer. Ça c'est quelque chose qui m'exaspère profondément. Mais bon, je reviendrai, j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises depuis plusieurs années dans mes articles, mais c'est à cette occasion donc que j'ai parlé notamment d'un soi-disant coach qui s'appelle David Laroche, et alors on me reproche régulièrement d'avoir fait quelques vidéos contre lui. Alors, bien sûr, je suis parfaitement consciente que parmi ces soi-disant détracteurs, il se trouve, de ma personne, il y a certaines personnes qui sont vraiment bien intentionnées et qui jouent le rôle du méchant dans le but de m'aiguiller et de me stimuler, de m'encourager, etc., etc. Alors ça, c'est terminé, quoi. Hein, bon, voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je ferme les commentaires sous ces vidéos. Si jamais il y a des gens à qui ça plaît pas, que je dise la vérité, eh bien qu'ils me dénoncent à Google, ou qu'ils aillent à la gendarmerie, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème, moi j'assume pleinement ma position. On me reproche de m'être mise très en colère contre lui dans ces vidéos. J'ai aux environs de 1100 vidéos, je crois, sur internet, entre YouTube et Dailymotion. Il n'y a que sur lui que je me sois mise dans un état pareil. Et je ne suis pas hystérique, je suis juste en colère, et je pense que quelquefois la colère c'est quelque chose de souhaitable et de tout à fait justifié, hein, en l'occurrence. D'autant plus que je le soupçonne très fortement de s'être très nettement inspiré de pas mal de choses que j'ai écrites moi, notamment, mais que d'autres coachs ont écrit. Le problème c'est qu'il survole énormément, il papillonne énormément, mais il n'approfondit absolument rien. C'est que du vent, en fait. Hein. Donc évidemment, quand je démontre ça... Alors parce que le problème, c'est qu'il y a des gens, effectivement, je sais très bien qu'il y a des gens qui critiquent ma position sous ces vidéos dans un but que eux pensent légitime. Seulement le gros problème, c'est que parmi ces critiques, il y a aussi des gens qui ne comprennent, qui refusent d'entendre ce que je dis, parce que moi, ce que j'affirme, je le démontre. Je le démontre, contrairement à lui qui ne démontre absolument jamais rien, quoi. Et parmi ces gens-là, donc il y a des gens qui pensent être bien intentionnés et qui pensent que j'ai tort, et dont des gens qui sont vraiment d'une méchanceté absolument incroyable, alors qu'ils refusent par exemple obstinément d'aller voir la totalité du reste du travail que j'ai pu faire depuis 15 ans sur Internet, ce qui est quand même extrêmement grave. Bon. Moi, quand je vais sur un réseau comme LinkedIn, par exemple, et que je vois une cinquantaine de psychologues, psychanalystes, étudiants en psychologie qui demandent à me suivre, hein, qui défilent tous pour que je clique, pour qu'ils suivent mon travail, je veux dire, ça ne doit pas être un hasard quand même. Hein. À un moment, il faut arriver à se poser les bonnes questions. Hein. Quand quelqu'un est dans la mouise, sur le plan psychologique, mais de façon vraiment grave et profonde, ça n'est pas David Laroche qu'on va chercher, d'accord? C'est un vrai psychologue où éventuellement on demande mon éclairage. Quand on demande mon éclairage, je m'y colle si je me sens capable. Si je ne me sens pas capable, je m'abstiens. Chose que lui serait bien inspiré de faire, justement. Bon, ceci dit, je ne vais pas m'arrêter à ça, je reprendrai le travail le concernant lui quand j'en aurai envie, parce que je vois aucune raison particulière de me coltiner le sale boulot toujours dans le domaine du coaching, alors que mon travail à moi n'est jamais reconnu, qu'on m'interdit d'être édité. Voilà, je veux dire, il ne faut quand même pas me prendre que pour une imbécile. Donc j'ai fermé tous les commentaires sous ces vidéos-là, parce que je ne suis pas là pour me faire insulter tous les jours, hein, par des gens soi-disant bien intentionnés. Voilà.
Alors par contre, on m'a posé certaines questions au sujet du coaching en particulier, des questions tout à fait interpellantes, je dirais. Des questions du style à partir de quel moment peut-on se considérer comme légitime pour faire des vidéos sur le coaching? Ce qui est une excellente question justement. Parce que David Laroche, lui, je crois, a commencé par des vidéos d'abord et il a écrit ensuite des livres, je crois. Je suis même pas certaine d'ailleurs. Parce que lui, son ambition, c'est d'être man talker. C'est-à-dire que son ambition, c'est de parler. Moi, personnellement, je ne parle que quand j'ai des choses à dire. Mais bon, lui, non, c'est de parler. Voilà. Bon. Chacun voit midi à sa porte, lui, c'est de faire du pognon. C'est pas autre chose. Hein. Ses vidéos servent de promotion à ses conférences, en fait. Hein. Bon. Alors, à partir de quel moment peut-on être considéré qu'on est légitime? Eh bien, moi, je vais vous dire, en ce qui me concerne, ce qui m'a conforté dans le fait de faire des vidéos dans le coaching, c'est que je suis l'inspiratrice de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes dans les médias depuis une quinzaine d'années, et qu'on m'a clairement fait savoir que les coachs aujourd'hui, j'entends par là les coachs officiels, c'est-à-dire des gens qui ont fait de véritables formations en psychologie et en coaching, tous secteurs confondus, ces gens-là sont aujourd'hui dans une situation juridique très délicate, parce que justement sévissent sur Internet, David Laroche en fait partie, mais c'est pas le seul, un certain nombre de personnes qui se disent coach et qui n'ont aucune formation, aucun diplôme, et qui justement peuvent présenter des dangers sur le plan psychologique par rapport à des personnes qui seraient faibles. Moi j'ai mis en avant par exemple certains propos qui sont tenus par David Laroche ces derniers temps, sur le fait de passer à l'acte et de passer à l'acte tout de suite. Je me dis que certaines personnes qui vont extrêmement mal, ou qui sont particulièrement dérangées sur le plan psychologique, ou voire qui sont malades mentaux, peuvent très bien, suite à certaines de ces vidéos, par exemple des gens qui sont en état d'addiction par rapport à des vidéos djihadistes, ces personnes-là qui voient certaines de ces vidéos peuvent, pourquoi pas, éventuellement trouver dans ces vidéos-là ce qui manquait pour les faire basculer et passer effectivement à l'acte. Je sais, c'est grave ce que je dis, mais je suis la seule à avoir le courage de le dire, alors je le dis. Voilà. Parce que moi, s'il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de manquer de courage, en tout cas. Alors moi, en ce qui me concerne, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé beaucoup plus à l'écrit les premières années que par vidéo. En fait, je n'ai jamais fait attention, mais mes vidéos, je dois en être aux alentours de 1100 à peu près, sur Dailymotion et YouTube, les deux regroupés. Et je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai jamais vérifié pour être tout à fait franche. Mais je pense qu'il y a quelques années seulement, alors qu'en fait, il y a quand même une quinzaine d'années que j'ai commencé à sévir, entre guillemets, sur Internet, de façon tout à fait, comment dire, individuelle. Hein. J'avais uniquement des blogs dans un premier temps. J'ai commencé sur les forums de chansons françaises. Ensuite, j'ai commencé à tenir des blogs, sur Viabloga notamment, et puis plusieurs blogs, et puis ensuite des forums. Donc j'ai fait un forum qui s'appelle Cache ton zizi gros nul, qui est destiné, qui existe toujours, hein, qui est destiné aux traumatisés sexuels. Là c'est Françoise Niel-Aubin, humaine optimiste, parce que comme je me pique un peu de politique, je trouve que c'est important de transmettre le plus d'optimisme possible, dans la mesure quand c'est possible évidemment. De façon générale, j'ai un instinct assez fort, et donc j'arrive à voir pas mal de choses avant tout le monde, ou à faire la liaison entre différentes choses que les autres ne voient pas. Alors j'ai un coach qui est très efficace pour ça, parce que lui est très complémentaire de moi, donc il met devant moi des choses dont j'ai besoin pour décupler mon efficacité, on va dire. On va dire ça comme ça. Et en fait, ce travail sur le coaching, j'en ai fait un livre, moi, qui est bien avancé déjà. Et dans ce livre, j'aborde le coaching sous les différents aspects, et j'en dénonce surtout les travers, justement, et les dangers, qui sont quand même assez importants. Mais je dirais que le risque le plus courant dans le coaching, c'est le fait que le coach soit destiné à faire atteindre à la personne coachée un objectif bien précis,
souvent pour des raisons purement professionnelles, je pense notamment aux coachs sportifs, en oubliant, parce qu'on ne lui a pas appris tout simplement, c'est moi qui ai initié le fait que quelqu'un qui devait être coaché devait l'être en n'oubliant surtout pas le développement personnel au sens extrêmement large, dans un spectre extrêmement large de sa personnalité. Et c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça, parce que justement, s'il y a autant d'échecs chez les sportifs de haut niveau notamment, c'est précisément parce qu'on les a coachés dans un objectif particulier, en omettant tout simplement qu'en dehors du sport et en dehors de cet objectif qu'on s'est fixé, il y a la vie tout court, il y a l'enfance, il y a les rêves d'enfants, il y a tout un tas de paramètres qui ne sont absolument pas pris en compte par le coach sportif. Alors, il faut savoir quand même que sous mon influence, depuis quelques années, le métier de coach sportif a quand même été revu comment dire, sous l'angle que moi justement je souhaite voir mis plus en importance. Et ça a accompagné notamment le coaching au sein des équipes olympiques avec la ribambelle de médailles qu'on a reçue. Donc d'une certaine façon j'en suis un tout petit peu responsable et donc je suis très fière de ça. Je le fais pas pour l'argent, alors ça va quoi. Mais je suis absolument persuadée que la pratique du sport peut aider à vivre mieux sous plein d'aspects et pourquoi pas d'essayer d'avoir des médailles. Alors évidemment, il y en a qui me diront mais toi tu fais jamais de sport, ce qui est tout à fait vrai, et je suis absolument pas motivée pour en faire en plus, mais le fait de vivre seule et en pleine campagne, c'est pas fait pour m'encourager non plus. Le jour où je ne serai plus seule, je pense que je serai beaucoup plus courageuse sur le plan sportif. Le problème, c'est que quand on rédige des articles ou qu'on fait des vidéos pendant 4 heures, 4 ou 5 heures par jour, on n'a plus vraiment énormément de temps pour faire autre chose, quoi. Je peux pas être, on me demande d'être sous plein d'angles en même temps et c'est très difficile de ménager la chèvre et le chou et de savoir à qui donner la priorité. C'est ça en fait mon vrai problème. Bon, donc pourquoi moi? Petit à petit, on m'a clairement fait comprendre que les propos que je tenais étaient pris très au sérieux, quel que soit le secteur, que ce soit en psychologie, que ce soit en médecine, que ce soit en politique, nationale mais aussi internationale, notamment européen. Et donc à partir du moment où on m'a fait savoir ça, et on m'a fait savoir surtout que je pouvais, comment dire, que je pouvais compter sur certaines personnes très haut placées pour justement mettre en valeur ce que je disais, ça m'a évidemment conforté complètement dans ce que je faisais. Alors au niveau des médias, notamment, un point qui a été extrêmement important me concernant a été le... C'était pas sous notre gouvernement actuel, c'était sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'était Luc Châtel qui était à l'éducation, et j'étais allée assister dans le public à l'enregistrement d'une émission qui s'appelle Nulle part ailleurs, et c'était Luc Châtel qui était invité parce que j'étais à l'origine du premier site internet qui avait été dédié au harcèlement dans les collèges et dans les lycées. Parce que j'ai été harcelée moi-même quand j'étais enfant, quand j'étais collégienne plus précisément, et donc j'avais rédigé un certain nombre d'articles là-dessus, et j'expliquais, et Internet n'était pas développé comme aujourd'hui, hein, donc c'était le premier site Internet qui était dédié au harcèlement. Et donc il fallait que je sois dans le public pour voir Luc Châtel qui était à quelques mètres de moi, et qui expliquait qu'il venait de mettre ça sur pied. Voilà. Bon, ensuite, avec Nadja Vallaud-Belkacem, évidemment, ça s'est développé, et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le harcèlement, mais ça ne veut pas dire que comment dire, le problème est résolu, bien évidemment, mais plus on a d'outils pour lutter contre un problème, plus statistiquement on a de chances que la personne concernée puisse trouver réponse à la question qu'elle se pose et savoir comment s'en sortir, y compris pour l'entourage. Voilà. Alors moi, en ce qui concerne le coaching sur Internet, en fait, ce que je vais faire, je vais continuer mon travail sur David Laroche parce qu'il n'y a pas de raison, mais je ne vais plus faire de vidéos sur le concernant parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Hein. Je vais notamment aller voir les autres coachs parce qu'il y a d'autres coachs sur Internet, je suis allée voir d'autres coachs. Il y a des gens qui sont autodidactes et qui n'ont absolument aucun diplôme non plus et qui disent des choses tout à fait qui valent 50 fois plus que David Laroche, je vous le dis franchement, qui ne sont pas du tout dans le one-man show, pas du tout dans le spectaculaire, des profs de yoga, des psychologues, il y a des gens qui font du coaching sur vidéo
sur Internet de façon parfaitement bénévole et qui font des choses très très bien. Donc je vais me tourner vers eux parce que je trouve que c'est important de parler d'eux et de parler de leur travail. La question qu'on m'a posée aussi, et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est on m'a demandé, on m'a dit, quelqu'un vient me confier ses problèmes, je pense que j'ai été d'une bonne écoute, est-ce que tu penses que est-ce que c'est suffisant pardon, pour légitimer le fait que je fasse des vidéos sur le coaching? Alors, au sujet de cette histoire d'écouter les gens qui souffrent, j'ai pas mal d'expérience, hélas, dans le domaine, en ce qui me concerne, moi déjà, en tant que douloureuse, on va dire, mais ça remonte à longtemps. La particularité des gens qui souffrent vraiment terriblement et qui sont vraiment en état de dépression ou en état de souffrance, vraiment dans le fond du gouffre, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on dérange. C'est-à-dire que dès l'instant que vous vous confiez à quelqu'un qui n'est pas un professionnel, on a l'impression d'empoisonner les gens. C'est-à-dire que si jamais vous vous confiez et que vous expliquez à quel point vous allez mal, il peut arriver qu'on tombe sur une bonne oreille. Mais il peut arriver aussi qu'une oreille qui se prétende bonne ne soit pas si bonne que ça et si bien intentionnée que ça. Et oui, c'est là le problème. Enfin, un des problèmes, c'est là. Ça m'est arrivé, moi, sur Internet, justement. Et le problème, c'est que si cette personne qui souffre énormément se confie à une autre de façon régulière, ce qui va se produire, c'est que la personne qui va entendre et qui n'est pas formée pour ça va boire, éponger, on va dire, d'une certaine façon, cette souffrance-là. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement lourd à porter sur le plan psychologique. Et ça, c'est un énorme problème, parce que la personne qui reçoit peut aussi être quelqu'un, ce qui était un peu mon cas, puis c'est le cas de plusieurs copines que je connais aussi, les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là peuvent présenter un profil aussi empathique, au point de se retrouver à recevoir des confidences extrêmement lourdes, et ça peut avoir des répercussions extrêmement graves. Il y a même des gens qui se sont retrouvés à faire des années et des années de psychanalyse uniquement parce que quelqu'un leur a confié des choses d'une lourdeur absolument incommensurable et que ces confidences auraient dû plutôt être confiées à un psychologue ou un psychiatre. Des gens par exemple qui sont en état de pathologie mentale et qui veulent se foutre en l'air ou qui ont vraiment comment dire, des relations tordues par exemple avec leurs prochains parce qu'ils ont des desseins, des objectifs ou des objectifs de réalisation pas très clairs. Parce que la relation humaine, c'est ça, hein, c'est quelquefois extrêmement complexe. Et donc, quand vous avez affaire à quelqu'un qui se confie, c'est extrêmement délicat, justement. En fait, je pense que le plus sage, c'est d'écouter. Ça n'est vraiment que quand vous avez le sentiment que cette personne, que vous êtes vraiment très très inquiet, soit pour son état mental, parce que ça peut arriver, soit parce qu'il a envie de se foutre en l'air, ou il a envie de commettre des choses extrêmement graves, là, il est vraiment extrêmement important que vous en parliez à quelqu'un d'autre. Soit à vos parents, soit à un prof, soit à un instit, soit à la gendarmerie, si c'est un problème de sécurité. Je plaisante pas quand je dis ça, parce que ça peut arriver. Moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé un jour. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute. Quand je vous dis que les gens qui souffrent énormément, quelquefois, enfin souvent, en sont à un point où ils n'osent même plus se confier à qui que ce soit, je sais parce que je l'ai vécu. Un jour, j'allais vraiment, vraiment extrêmement mal. Je me trouvais dans un supermarché, à la caisse, et une amie à moi, qui allait aussi mal que moi, ne voyait absolument pas à quel point moi j'allais mal, et elle s'est confiée à moi, elle ne voyait absolument pas à quel point j'allais aussi mal qu'elle, en fait. Pour moi, personnellement, j'ai terminé, c'est une quinzaine d'années, hein, donc moi j'ai terminé à l'hôpital psychiatrique, et elle s'est suicidée. Voilà. Bon, là on sort le nez de clown. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais n'empêche que c'est quand même la vérité. Bon. On va essayer de garder le moral quand même. Mais un autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a... J'étais en train de vendre mes fleurs sur le marché à Pavilly, et il y avait la maman d'un ami à moi, d'un très bon ami à moi, que je connaissais bien, et puis
je savais qu'elle avait déjà eu des passes où elle allait pas bien. Et puis, elle me dit à moi, tout de go comme ça, alors que moi j'allais très bien, et que je vendais les fleurs dans mon jardin. Elle m'a dit, de toute façon, la vie vaut pas d'être vécue, quoi. Enfin, elle était catégorique, quoi. Et moi, j'ai très mal réagi, c'est-à-dire que je lui ai dit, non, vous inquiétez pas, ça va aller, enfin, voilà. C'est-à-dire que j'ai répondu de façon superficielle et légère. Il y avait juste un problème, en fait, c'est que elle faisait bonne figure devant tout le monde, devant son fils, devant toute sa famille, et qu'en fait, c'était un véritable SOS, mais alors écrit en très grosses lettres rouges, et moi, je m'en souviendrai ma vie entière, parce qu'elle s'est suicidée quelques jours après. Voilà. Et tout ça pour dire que quelquefois, il suffit d'accorder un quart d'heure pour discuter avec quelqu'un pour lui sauver la vie. Le problème, c'est que personne n'a le moyen de savoir, quand quelqu'un se confie à vous, à quel point son malaise est profond ou pas, à quel point il le minimise ou pas, à quel point il a envie d'être aidé ou pas. Voilà, c'est extrêmement délicat. Moi, je connais une psychiatre un jour qui suivait une femme qui était bipolaire. Elle a tout fait, je pense, je suis absolument certaine qu'elle a tout fait pour l'aider du mieux qu'elle pouvait. C'est une situation extrêmement compliquée, une rupture de couple, elle étant bipolaire, donc évidemment ça la rendait infiniment plus fragile encore. Et cette psychiatre, toute compétente qu'elle était, n'a pas réussi à la sauver et elle s'est suicidée. Elle était bipolaire. Je veux dire par là que quand quelqu'un se confie à vous et qu'il va vraiment extrêmement mal, c'est extrêmement difficile d'apprécier dans quelle mesure on peut ou on ne peut pas l'aider, dans quelle mesure le fait qu'on l'écoute ou pas peut effectivement l'aider à lui redonner espoir ou pas. La dépression, c'est une maladie que je connais très bien parce que j'ai eu des passes dépressives extrêmement sévères pendant ma vie, à partir de 40 ans, il y a longtemps. Mais c'est une maladie complexe et il n'y a que les mots qui peuvent vraiment aider. Et il n'y a que je tiens à préciser que quand je dis qu'il n'y a que les mots qui soient vraiment efficaces sur le long terme, je ne veux pas dénigrer systématiquement le médicament, mais personnellement, je pense que souvent le médicament altère pas nécessairement le raisonnement, mais je pense que au fond de chacun de nous, on a une boîte à outils, on a des outils pour se soigner d'une dépression, et qu'il arrive souvent que les médicaments altèrent l'utilisation de cette boîte à outils, justement. Et c'est là, en fait, que réside le problème, entre autres. Mais bon, je ne vais pas jouer les psychiatres, je ne suis pas psychiatre, je connais la dépression de l'intérieur, contrairement à certains qui en parlent, qui ne la connaissent pas. Mais il existe il existe une quinzaine de types de dépressions différentes. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ne peut absolument pas être survolé. Ce que je veux dire par là, c'est que, au sujet des vidéos, en fait, ce qui importe de comprendre, quand je m'en prends à David Laroche, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'incompréhension par rapport à ma position, par rapport à ça, je ne sais pas quelles sont les intentions de ce mec-là. Je pense qu'il est surtout motivé par le fait de faire du business, quoi. Et ça, je trouve ça profondément choquant. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'étoffe d'un humoriste, quoi. Le problème, c'est qu'il n'a pas le talent d'auteur pour ça. Hein. Il aime bien faire des vidéos, quoi. Voilà. Moi, j'ai vu ses vidéos, il fait son petit show, quoi. Bah, je suis désolée, le coaching, c'est pas ça d'abord, quoi. C'est pas ça, le coaching. Hein. Voilà. Moi, j'aimerais bien ne raconter que des conneries pour faire rigoler la galerie, alors que je suis auteur. Et on m'oblige à faire des vidéos et à travailler sur des sujets infiniment plus graves qui malheureusement doivent être traités sous des angles infiniment plus graves que par l'humour. Lui, il a l'étoffe d'un mec qui a envie de se montrer et de faire le mariole, et il joue au psy, quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Parce que, en fait, je pense que la vraie question à se poser quand on veut faire des vidéos, c'est de se dire la chose suivante. Imaginons que quelqu'un qui aille extrêmement mal regarde ma vidéo, en quoi est-ce que je risque, est-ce que statistiquement il est possible qu'à cause de mes vidéos, il bascule du mauvais côté?
Je pense que le jour où David Laroche se sera posé cette question-là, véritablement, je pense qu'il y verra plus clair, et peut-être que son auditoire, entre guillemets, le percevra sous un angle différent. Moi, je prétends aujourd'hui que certaines personnes qui souffrent terriblement, qui vont extrêmement mal, qui voient ces vidéos, peuvent basculer du mauvais côté. Voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai l'habitude, de toute façon je suis courageuse, donc j'ai l'habitude de dire des choses qui dérangent, qui déplaisent, et je persiste. Voilà, je persiste, quitte à déplaire. De toute façon, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour défendre certaines causes auxquelles je crois. Ce qui n'est pas... je suis pas comme Marine Le Pen, moi. Je flatte pas les gens, je leur laisse pas croire que je suis une démocrate alors qu'au sein d'un parti que je gérerais, j'ai un fonctionnement pyramidal et je fais taire tout le monde. Parce que c'est ça Marine Le Pen. Voilà. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Bon, sur ce, je m'en vais travailler à l'écrit sur des choses plus graves et ça, c'est pas drôle.